8h, le journal Sophie Tussaud, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour, Sophie. Ils ont appelé à transformer Paris en capitale de l'émeute pour ce 1er mai. Près de 2000 casseurs pourraient se mélanger aux manifestants aujourd'hui. Les magasins sur le parcours garderont leurs rideaux baissés. Nous serons sur place dès le début du journal. Le 1er mai, la fête du travail, seul jour dans l'année où il est en théorie interdit de travailler pour de nombreuses professions. Et ceux qui braveront cet interdit risquent de grosses amendes. Dans ce journal également, situation explosive au Venezuela au lendemain de violentes manifestations. Et puis les 25 ans de la mort d'Ayrton Senna, mythique pilote brésilien de Formule 1. 8h12, Vincent Hervouette nous parlera du nouvel empereur du Japon. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national et député du Nord. Europe 1. Ils veulent faire du 1er mai une journée de l'apocalypse à Paris. Entre 1000 et 2000 activistes radicaux pourraient être présents aujourd'hui dans les rassemblements. Le défilé est prévu entre Montparnasse et la place d'Italie. Les magasins sur le parcours ont reçu l'ordre de rester fermés. Chanel Petit, vous trouvez actuellement au boulevard du Montparnasse, là justement où débutera à 14h30 la manifestation. Est-ce que les commerçants se sont barricadés ? Eh bien, pas tous, mais beaucoup, oui. Les banques surtout, presque toutes ici sur ce boulevard, ont installé de grands panneaux de bois pour protéger leurs vitrines. La rotonde brasserie UP est en train de se barricader, là au moment où l'on parle de cacher les bouteilles de vin au sous-sol. L'agence immobilière d'Arnaud, elle, n'ouvrira pas aujourd'hui, mais il craint tout de même les violences. Ce qui est plutôt inquiétant, je dirais, c'est s'il y a des casseurs dans le lot, parce que forcément qu'on va baisser le rideau jusqu'au bas, mais l'idée c'est que s'il y a des casseurs, tout ce qui est vitrine extérieure, on ne peut pas le protéger. Donc ça directement, ouais, ça peut nuire à notre activité. Ouais. Alors beaucoup de commerçants regrettent de ne pas pouvoir travailler. Aujourd'hui, Anne est fleuriste. Ce qui l'agace surtout, c'est d'avoir appris il y a 2 jours seulement et par un SMS de la préfecture qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir sa boutique. Si j'avais su un petit peu plus tôt la semaine dernière, j'aurais dimensionné mes stocks par exemple, parce que là du coup tout me reste sur les bras. J'ai 15 cartons de muguet en pot, j'en ai 3 de muguet coupés qui bien sûr ne partiront pas. Donc, tout ça est très écologique, ça a été produit, transporté, emballé. Voilà, ça c'est un des dommages collatéraux de cette désorganisation. Et pour éviter beaucoup de dommages, justement, aujourd'hui, de nombreuses voitures de police patrouillent ici depuis tôt ce matin. Gyrophares allumés. J'en comptais il y a quelques minutes, au moins une dizaine autour de moi. Chanel Petit, boulevard du Montparnasse à Paris pour Europe 1. Et pour éviter des violences semblables à celles de l'année dernière, 7400 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale. Les contrôles préventifs ont également commencé dès hier soir. Emmanuel Macron a demandé une réponse extrêmement ferme à l'encontre des casseurs. Fermeté également de la préfecture selon les informations de Salomé Legrand. On a rarement vu un préfet aussi guerrier, quelqu'un utiliser autant les métaphores militaires et le vocabulaire offensif. La confidence venue de l'intérieur confirme le changement de stratégie à la préfecture de police de Paris. Contrairement à son prédécesseur qui optait souvent pour laisser faire certaines dégradations tant qu'elles restaient cantonnées au matériel, qu'il n'y avait pas de risque humain, le nouveau préfet assume une logique d'affrontement et les risques qui en découlent. D'après nos informations, les policiers n'ont qu'un objectif aujourd'hui, disperser le Black Bloc dès qu'il se forme, quitte à provoquer une bataille rangée entre forces de l'ordre et militants violents. L'affrontement sur le terrain a été privilégié plutôt que les mesures préventives, comme les interdictions de paraître à Paris ou de manifester, qui avaient été mises en œuvre par exemple le 8 décembre dernier. Les services spécialisés attendent jusqu'à 1500 Black Blocs, dont 300 militants connus et quelques renforts d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne, dont certains n'attendent que cette occasion d'affronter directement les policiers. Salomé Legrand du service police justice d'Europe 1. Et plusieurs quartiers de Paris sont donc bouclés, notamment ceux des Champs-Élysées et de Notre-Dame. Les transports en commun sont également affectés. De nombreuses stations de métro fermées aujourd'hui. Bon, il ne faut pas l'oublier, le 1er mai, c'est avant tout la fête du travail. Et cette journée chômée, ne fait pas que des heureux. Comme en Côte d'Or, où restaurateurs et commerçants des zones touristiques du département sont en colère. Beaucoup souhaitaient travailler aujourd'hui, mais la loi le leur interdit. Un reportage à Beaune de Jean-Luc Bougeon. Le Conti, joli restaurant dans la vieille ville, sa terrasse, sa carte des vins et sa joue de bœuf à la bourguignonne. Autant de plaisirs qui seront aujourd'hui inaccessibles aux touristes. Les restaurants de Côte d'Or n'ont en effet pas le droit d'ouvrir en ce 1er mai. Sinon, c'est une amende de 750 € par employé, leur a rappelé la direction du travail et de la consommation. Ce qui indigne Laurent Parra, le patron du Conti. On nous interdit de travailler. Ça m'énerve parce que le discours de notre président demandait de travailler plus, cotiser plus pour avoir plus tard. C'est déjà chaque année, tous les 1er mai, on cotise plus. Je ne sais pas comment on va s'en
s'en sortir. Beaune a été classé patrimoine de l'UNESCO il y a 2 ans. On a un flux touristique qui est énorme. Ils vont aller manger où? Je sais pas. En réalité, la Directe ne fait qu'appliquer le code du travail, mais en règle générale et dans tous les autres départements, il y a une tolérance avec les commerces qui veulent ouvrir le 1er mai. Pas en Côte d'Or, et cela s'applique aussi aux boulangers comme Patrick Frémont à Dijon. C'est la mort surtout qui fait peur, et l'acharnement sur nous. L'année dernière, ils ont été assez virulents. Les personnes qui sont passées, ils ont eu pas simplement un rappel à la loi, mais carrément des amendes. C'est pas pour encourager les gens qui ont envie de travailler, quoi. Ce boulanger restera donc fermé aujourd'hui. Il rappelle cependant que ses 6 employés qui étaient d'accord pour travailler auraient été payés double. Beaune, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Il est 8h05. 1er mai ou pas, il faut se méfier des sacs dits biodégradables. Des chercheurs britanniques de l'université de Plymouth se sont rendus compte qu'aucun d'entre eux ne disparaissait complètement au contact de l'eau, sous terre ou même à l'air libre. Certains résistent toujours 3 ans après. C'est toute la fiabilité de l'appellation biodégradable qui est en question. Marion Gauthier. Ils sont fins, légers, ils inspirent confiance parce qu'ils arborent un petit triangle vert. Les plastiques dits biodégradables envahissent nos magasins, mais ils n'auraient de bio que le logo. Ah, le sachet, il n'est pas... L'étonnement et la déception des consommateurs. D'après l'étude de l'université de Plymouth, aucun plastique ne peut revenir à la nature, même après 3 ans de décomposition. Quand on disait biodégradable, je partais du principe que ça se fondait quelque part, etc. Là, c'est encore pire parce que biodégradable, nous on les jette à la limite. Et c'est bien le drame pour Éléonore Kubik de l'association France Nature Environnement. La notion de biodégradable est à la mode, mais elle ne peut pas s'appliquer au plastique. Quand on vient parler de plastique, donc on parle de technologies de très haut niveau qui utilisent justement des matériaux qui ne sont pas forcément particulièrement naturels tout le temps et qui subissent énormément de transformations. Donc voilà, nous, ça ne nous surprend pas. Le plastique dit biodégradable serait donc une fausse bonne idée pour les associations. La meilleure des solutions pour protéger l'environnement, c'est encore d'utiliser du papier, des bocaux ou des sacs en tissu, de supprimer totalement le plastique. Marion Gauthier pour Europe 1. Le Venezuela au bord de l'implosion. Journée à haut risque au lendemain de violents affrontements à Caracas entre manifestants et forces de l'ordre où 69 personnes ont été blessées. La situation était assez confuse hier. On sait que des partisans de Juan Guaidó, le leader de l'opposition, ont rejoint des militaires déserteurs. Aujourd'hui, les manifestations vont se poursuivre. Sébastien Krebs, les prochaines heures vont être cruciales. Oui, parce que les 2 camps vont manifester en ce 1er mai. Juan Guaidó, qui a joué l'effet de surprise en appelant hier à ce soulèvement depuis une base militaire, compte bien poursuivre ce qu'il appelle l'opération Liberté. Tous dans la rue, a-t-il lancé cette nuit dans une vidéo. Ce 1er mai, nous continuons. Nous serons dans la rue, c'est notre territoire. Ce n'est pas un coup d'État, mais une révolte pacifique contre un tyran qui se terre entre 4 murs parce qu'il a peur. Il n'a pas le soutien de l'armée. Et pour bien l'afficher, hier, le leader de l'opposition a paradé sur un pick-up sur les avenues de Caracas aux côtés de ces militaires en armes qui l'ont rejoint. Mais il est encore très difficile de chiffrer ce matin le nombre de ces déserteurs et l'ampleur de ceux qui seraient tentés de le rejoindre. Ce sont eux qui pourraient faire basculer le pays. Ce n'est qu'une escarmouche putschiste, raille de son côté Nicolas Maduro. Intervention fleuve d'1 heure à la télévision tout à l'heure où il dément totalement avoir perdu le contrôle d'une base militaire. Jamais cette base n'a été prise. A été comme toutes les autres bases militaires, en alerte totale et absolument loyale à la révolution, au commandant en chef et à la Constitution. Nicolas Maduro qui nie aussi avoir envisagé de fuir le Venezuela. Les États-Unis affirment eux que son avion était prêt hier à décoller pour Cuba et que ce sont ses alliés russes qui l'ont dissuadé d'abandonner le pouvoir. Sébastien Krebs. Les 4 hommes suspectés de projeter un attentat contre les forces de l'ordre ont passé la nuit en prison. Ils ont été mis en examen hier soir à Paris par un juge antiterroriste et écroué. Parmi eux, un garçon de 17 ans déjà condamné pour avoir cherché à se rendre en Syrie. La disparition d'Anémone, l'actrice qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Inoubliable Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, également césarisée en 1988 pour son rôle dans Le Grand Chemin. Elle avait 68 ans. Il y a 25 ans, le monde de la Formule 1 était marqué par un cataclysme. Le 1er mai 1994, Ayrton Senna, pilote brésilien et icône de la course automobile, se tuait sur le circuit d'Imola en Italie à l'âge de 34 ans. Un quart de siècle après, la légende Senna perdure. Christophe Lamar. 1er mai 1994, Imola, il est 14h. Les gradins ont fait le plein de spectateurs. Il fait beau, il fait chaud. 18 minutes plus tard,
La Williams numéro 2 d'Ayrton Senna s'engage à 300 km/h dans la courbe de Tamburello. Elle tire tout droit et percute le mur. Le temps s'écoule. Le Brésilien reste immobile. À 14h33, Dominique Bressot, l'envoyé spécial d'Europe 1, intervient dans le flash. La situation est inquiétante. Oui, nous avons du mal à trouver les mots pour vous raconter ce qui s'est passé au moment où l'hélicoptère qui a pris position sur la piste est en train de décoller et donc d'évacuer Ayrton Senna en direction de l'hôpital de Bologne. Nous pensons que l'état de santé du pilote brésilien est grave. Les informations contradictoires circulent. Son casque a bougé. Ce n'est peut-être pas si grave, mais dans le stand Williams, tout le monde est effondré. Les mécaniciens, les ingénieurs sont en larmes. À 18h30, la mort d'Ayrton Senna est officielle. Pierre Huybas l'annonce dans le journal des sports d'Europe 1. Bonsoir, la mort du pilote brésilien Ayrton Senna. Senna victime d'un terrible accident. Cet après-midi sur le circuit d'Imola, la voiture de Senna a heurté à plus de 250 km/h un mur de protection. Un décès survenu en Mondiovision au moment d'ailleurs où la popularité de Senna dépassait le cadre de la Formule 1. 25 ans après, il reste pour beaucoup effectivement le meilleur pilote du monde et sa rivalité avec Alain Prost, l'un des sommets de la Formule 1. Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est son fils qui cartonne sur les circuits, Ayrton Senna. Donc, il y a quand même une destinée dans cette famille. C'est un concert exceptionnel maintenant qui va être donné tout à l'heure au musée d'Orsay à Paris, Sophie. Oui, à 11h, le prestigieux Orchestre Philharmonique de Berlin a choisi cette année Paris pour sa traditionnelle représentation du 1er mai. Un concert qu'il donne tous les ans pour célébrer la chute du mur de Berlin. Écoutez Luc Bougnol-Lafont, le directeur de la programmation culturelle et des auditoriums du musée d'Orsay. Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille au musée d'Orsay la plus belle et la plus célèbre formation symphonique au monde. Ils seront accueillis dans la grande nef, cette grande allée des sculptures que le public découvre quand il entre dans le musée. Et donc c'est là que seront installés la scène, le public. On accueillera près de 900 personnes et les musiciens, une petite centaine de musiciens. Nous sommes à Paris, donc c'est un programme qui célèbre les liens musicaux et culturels entre la France et l'Allemagne. Berlioz, Wagner et Debussy. C'était le directeur de la programmation culturelle du musée d'Orsay avec Thierry Geffrotin pour Europe 1. Vous avez vu que j'avais une hésitation sur le fils d'Ayrton Senna. C'était son neveu, Bruno Senna. Voilà. C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup.